Bonjour Benoît Juvin. Bonjour Bertrand. Vous allez bien? Excellemment bien, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes partenaire account manager de Barracuda. Donc, on va parler beaucoup avec vous de la protection des emails. D'abord, un petit mot de présentation de Barracuda. Société de cybersécurité sur l'intégralité de la chaîne valeur IT. L'idée, c'est de sécuriser l'intégralité du SI. Donc, on va sécuriser la partie messagerie qui compte pour 90% des brèches de sécurité. La plupart des attaques commencent par un email malveillant, donc c'est un point de vigilance particulier. Mais Barracuda fait d'autres choses, notamment autour de la sécurité du réseau, des applications et notamment de solutions autour du XDR dont on parlera un petit peu plus tard peut-être. Benoît Juvin, vous avez eu une vie avant Barracuda et notamment pas mal d'expériences qui vous permettent de savoir un petit peu comment on se gère ces implications liées aux directives telles que NIS 2. Les organisations doivent se mettre en branle pour changer un petit peu des fonctionnements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez vécu un peu avant, qui vous permet d'avoir cette vision un peu large, big picture entre guillemets, de ce qui va se passer avec NIS 2? Alors effectivement, il s'avère que dans une autre vie, j'étais responsable du contrôle interne et de la conformité d'une société de gestion. Ouais. Et le rapprochement avec ce qui se passe avec NIS 2, c'est que donc ces sociétés de gestion sont-elles aussi assujetties à une autorité de tutelle, en l'occurrence c'était l'autorité des marchés financiers, et nous étions aussi assujettis à des directives européennes, nommément une directive qui s'appelait MIF 2, qui était l'organisation du marché des instruments financiers, et de la même manière, c'était des textes de loi européens qui s'appliquaient de plein droit à des sociétés de droit français, avec des contraintes importantes en termes d'obligations, de reporting, de rédaction, comme en a parlé Sonia, et puis le rôle de responsable du contrôle interne et de la conformité est un rôle particulier parce qu'on a aussi évidemment une responsabilité vis-à-vis du régulateur avec des sanctions pénales et des sanctions pécuniaires personnelles qui peuvent être appliquées en cas de non-respect de l'agrément. Le responsable du contrôle interne était le garant finalement de l'agrément qui était donné aux sociétés de gestion. Donc on se retrouve un petit peu dans la même situation ici. Alors la comparaison, l'ANSSI serait un petit peu l'identique de l'AMF et la MiFID serait l'identique de NIS 2. Donc ceux qui ont déjà vécu des directives comme ça sont en terrain de connaissance ou est-ce qu'il va y avoir des points un petit peu différenciants? Alors là, pour le coup, ça va être pour les sociétés de gestion, elles étaient habituées. Là, on est vraiment, il y a énormément de sociétés du monde qui sont assujetties à cette directive NIS 2, qu'il faut le comprendre, n'ont pas forcément d'agrément. Ne sont pas ISO 27001 et pour lesquels ça va être une véritable révolution. Il faut comprendre que le principe de NIS 2, c'est de dire qu'au-delà du fait de mettre des solutions de sécurité, la directive part du principe que la société va se faire attaquer. Et donc c'est vrai qu'il y a une énorme attention qui est portée sur finalement la capacité de la société à agir lorsqu'une attaque arrive. Et il faut que tout ça soit documenté. Et les sociétés qui sont concernées, qui sont nouvellement assujetties, n'ont pas finalement cette habitude d'avoir en fait pratiquement la nécessité de créer un département de conformité. Donc c'est vraiment des nouveaux besoins et des nouveaux services que les sociétés vont devoir donner et délivrer. Ça va nécessiter une forme de transparence en fait sur ce qu'on met en place et sur ces plans de reprise d'activité notamment et sur les schémas qui sont prévus en cas d'attaque. Alors on va parler avec vous donc des emails frauduleux avec des nouvelles attaques comme le spear phishing par exemple, ça c'est vraiment fort. NIS 2 donc impose aux entreprises de mettre des réponses spécifiques, on vient de le dire pour remédier à ce type de risque et la sécurisation de la messagerie en fait c'est votre ADN chez Barracuda tout simplement. Donc vous savez ce qu'il faut mettre en place. Donc quels nouveaux outils faut-il mettre en place pour se protéger sur ces attaques? Alors, effectivement, il faut élever le niveau. En fait, il faut partir du principe qu'il y a eu de grosses tendances ces dernières années en termes d'évolution du monde de l'IT, notamment ce qu'on appelle la transformation digitale. Et la plupart des entreprises, par exemple, ont migré vers de nouveaux outils de type Office 365.
un outil extrêmement agile, efficace pour les entreprises, mais aussi qui apporte de nouvelles menaces parce qu'on peut se connecter à Office 365 typiquement avec un simple login password et on sait que malheureusement aujourd'hui il y a sur le dark web 4 milliards de login passwords qui sont disponibles à la vente. Et il se passe aujourd'hui pas une semaine sans qu'on entende aux informations finalement une nouvelle brèche de sécurité avec des login passwords qui se trimballent et qui sont à la vente. Donc la difficulté, c'est qu'avoir aujourd'hui une simple solution anti-spam traditionnelle et penser que c'est suffisant, et bien finalement c'est ce qu'il y a de pire parce qu'on pense être sécurisé et qu'on ne l'est pas. Typiquement, la question que doivent se poser les dirigeants d'entreprise, c'est aujourd'hui, est-ce que les outils que j'ai au niveau du filtrage de mon service de messagerie, est-ce qu'il est capable de détecter qu'une personne qui va se connecter avec mon login password n'est pas forcément légitime? Donc c'est absolument ce type de question-là qu'il faut se poser. Un anti-spam traditionnel aujourd'hui n'est pas suffisant. Il faut avoir des outils beaucoup plus performants qui vont s'appuyer sur du machine learning, de l'intelligence artificielle un petit peu, on y vient évidemment, de manière à ce que ce type d'attaques, qui ne sont pas très très nombreuses en réalité en termes de nombre, mais pour le coup, ce sont celles qui vont faire le plus de dommages, qui vont avoir le plus d'impact. Ce sont des attaques dont vous allez entendre parler sous le nom d'arnaque au président typiquement, ou d'arnaque aux faux ordres de virement. Donc elles sont peu nombreuses, mais elles font des dommages absolument considérables. Donc il faut aujourd'hui s'équiper de ce type d'outils. En fait, c'est demandé d'une certaine façon par NIS2 d'avoir des outils qui soient adaptés aux nouvelles attaques, finalement. Alors complètement. Donc il faut avoir à minima ces outils au niveau de la sécurité. Mais comme je vous le disais, NIS2 part du principe que quand bien même vous mettriez en place tous les outils possibles et imaginables, les hackers vont finir par passer. Donc il faut, en plus de ces outils efficaces, avoir des outils de remédiation. C'est aussi l'une des informations de NIS2. Typiquement, dans le cas du service de messagerie, une autre question que devraient se poser les dirigeants d'entreprise, c'est quand une attaque passe à travers les mailles du filet, un email frauduleux, un email non légitime, en combien de temps mes services informatiques sont capables de détecter cet email, de le retirer potentiellement de toutes les pièces, de toutes les boîtes aux lettres qui sont infectées, parce que dans ce cas-là, c'est une course contre la montre pour éviter qu'un de mes collaborateurs ouvre le lien, ouvre le mail et clique éventuellement sur un lien malicieux ou sur une pièce jointe qui contiendrait un cryptolocker. Donc il faut avoir des outils qui sont capables de retirer ces emails et de donner à la DSI un rapport complet de tous les utilisateurs qui potentiellement ont reçu cet email frauduleux et savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils l'ont ouvert? Est-ce qu'ils ont cliqué? Voilà, ça, des outils de remédiation sont aujourd'hui absolument indispensables. Justement, Benoît Juvin, quand un email frauduleux est détecté, quelles sont les actions qu'il faut prendre? Dans quel ordre, finalement? Alors, plusieurs étapes. Tout à l'heure, Sonia en a parlé. Ça fait partie des obligations de NIS2. La formation des utilisateurs. Il faut... Cette histoire de cybersécurité est vraiment pas uniquement la responsabilité de la DSI. L'ensemble des collaborateurs doivent comprendre qu'ils font partie intégrante finalement du système de défense. Donc la formation continue des utilisateurs pour partir d'un principe simple, un email qui arrive dans ma boîte de réception n'est pas forcément un email légitime. Et donc il faut être capable d'avoir des grilles de lecture et finalement quelques pistes pour dire attends, il y a quelque chose de suspect, c'est pas forcément le vrai nom de domaine, cette personne ne m'écrit pas avec ce formalisme-là, bizarrement, là elle me demande de faire une action immédiatement, et évidemment il faut avoir ce degré de vigilance le vendredi soir, typiquement c'est le timing préféré des hackers pour mener ce type d'attaque. Donc la formation des utilisateurs, c'est évidemment un impondérable, mais aussi des outils qui vont aider la DSI à, dès qu'un email passe à travers les mailles de filet, le retirer, l'identifier et le retirer. D'où l'importance d'avoir des outils, parce que quand on reçoit 300 mails par jour, c'est pas facile toujours de savoir que celui-là ne ressemble pas aux emails habituels de telle ou telle personne. En fait, exactement. Non, il faut être vigilant, mais vraiment la partie formation en continu, il ne faut pas devenir non plus
parano, hein, mais il est indispensable d'avoir cette vigilance constante de la part de tous les utilisateurs. Lorsqu'on a un peu préparé cette discussion, vous m'avez dit, je voudrais insister quand même sur les services SaaS et sur la nécessité pour les entreprises de comprendre en fait ce qu'est un service SaaS. C'est d'ailleurs marqué dans le contrat en général, qu'on ne lit pas toujours parce que c'est écrit en petit, mais en fait un service SaaS ne protège pas de tout et il faut vraiment penser à faire ses propres sauvegardes. C'est indispensable ça. Alors, autre grosse tendance de ces dernières années, ça a été, j'en parlais tout à l'heure, de transformation digitale. Beaucoup d'entreprises ont migré une partie de leurs services ou une partie de leur infrastructure vers le cloud. Il faut savoir que lorsqu'on migre ces données vers le cloud, il y a une notion de responsabilité partagée. Et il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que toute la partie couche applicative et toute la partie data, finalement, reste et demeure de la responsabilité de l'utilisateur, du client final. Typiquement, pour en revenir à l'exemple de Microsoft 365, Microsoft marque clairement dans ses conditions générales, et pour ceux éventuellement qui ne sauvegarderaient pas aujourd'hui ce service-là, je les invite à se rendre dans les conditions de service de Microsoft à l'alinéa 6.2, il est marqué noir sur blanc qu'il est de la responsabilité du client final de sauvegarder l'intégralité du service, des différents services 365. Ça, c'est vraiment une base de cybersécurité dont on parle très très régulièrement en fait. Je voulais juste signaler, Benoît Juvin, qu'il y a la possibilité pour vous de poser des questions. Donc si vous voulez le faire, vous êtes en train de me regarder, et à droite, vous avez tout simplement un champ de chat. Donc posez vos questions, et je les poserai en direct à Benoît Juvin dans un instant. Aujourd'hui, il y a pas mal de DSI, de RSSI qui la jouent ceinture et bretelle en multipliant en fait énormément de services de protection. Et puis finalement, tout ça, ça devient compliqué à gérer. Ça porte même un nom, c'est l'alerte fatigue, parce qu'il y a des alertes dans tous les sens, donc on ne sait plus hiérarchiser. Comment est-ce qu'il faut faire pour gérer ça au mieux en interne, ou voire même en externe, en fait, cette gestion de tous les services de protection? Ça devient effectivement extrêmement compliqué. Donc, on se repositionne dans ce cadre de la transformation digitale. Vous avez évidemment, en exposant vos données sur le cloud, vous vous exposez à de nouvelles menaces. Vous avez une autre tendance qui est le travail à domicile, et vous avez des personnes qui vont maintenant utiliser leur propre device. Tout ça, ce sont des brèches de sécurité potentielles. La société en a conscience et va cumuler et ajouter des outils au service de cette cybersécurité. La problématique, elle est que la DSI va se retrouver finalement avec un nombre potentiel de signaux, d'alarmes tellement importants qu'il peut y avoir effectivement ce principe d'alerte fatigue et de ne pas réussir finalement à détecter ce qui doit être traité dans l'urgence. Donc ça, c'est un vrai défi pour les sociétés de réussir à s'y retrouver finalement avec tous ces signaux qui peuvent être des menaces potentielles. Et aujourd'hui, il faut comprendre que c'est la plupart des clients, la cybersécurité, c'est nécessaire pour survivre au cas d'une attaque, mais ce n'est pas leur métier d'origine. Donc toutes les sociétés n'ont pas à leur disposition une équipe de cyber-experts nombreuses, suffisantes. En plus, les sociétés sont évidemment sujettes à des contraintes de coûts. Donc aujourd'hui, il devient très très difficile finalement pour les entreprises de faire face à tous ces défis. En plus, il faut rajouter les défis en termes de procédures qu'impose NIS 2. Donc ça devient extrêmement complexe. Il peut être tentant en fait pour ces entreprises de le déléguer un petit peu finalement cette supervision, voire même la remédiation finalement de leur environnement SI. Parce que tous les DSI, les RSSI voient bien que les menaces sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus sophistiquées. Donc on met un outil en face de chaque menace qu'on identifie. Simplement, on est incapable de gérer ça tout seul parce qu'on n'a pas les outils ou les personnels pour faire ça. Donc le fait d'externaliser peut être vraiment une solution et de plus en plus recherché par les entreprises en fait. C'est exactement ça. En fait, il est aujourd'hui... Tous les intervenants, toutes les personnes qui regardent cette émission ont entendu parler récemment de cette notion de XDR, pour Extended Detection and Response. Le principe de base, c'est qu'on va potentiellement s'appuyer sur un fournisseur qui va être capable de récupérer tous ces signaux, qui a sa propre équipe d'experts et qui est à même de pouvoir traiter un nombre de signaux très important, de faire le tri entre les faux positifs et les vrais positifs et d'apporter au système d'information, pour le soulager,
lorsqu'il y a le besoin, la bonne remédiation. Ça, typiquement, ça peut être une solution pour répondre efficacement à NIS 2 sans avoir à assumer un coût en termes de ressources humaines qui soit complètement ahurissant. Benoît Jovin, il nous reste 5 minutes. Avant de passer aux questions, si vous envoyez des questions, d'ailleurs envoyez des questions sur le chat, je voudrais qu'on résume un peu ce que vous venez de nous dire. En fait, aujourd'hui, où est-ce que doivent aller les ressources de sécurité en priorité dans les entreprises? Comment ça se gère ça et comment on trouve finalement la hiérarchie? C'est le plus difficile, Eh oui. en réalité, parce que les brèches de sécurité sont absolument partout. Si je devais essayer, évidemment, de faire une hiérarchie, ce n'est pas forcément évident. Si on devait simplifier, finalement, une requête IT à sa plus simple expression, au quotidien, les utilisateurs utilisent un téléphone portable ou un PC, donc un device, passent par le réseau pour accéder à des applications qui reposent sur des bases de données. Parmi ces applications particulières, il y a celui de 365 et des services de messagerie, dont on sait qu'elles comptent pour 90% du début des menaces. Donc, on va commencer par sécuriser les devices. C'est vraiment l'un des points les plus importants, notamment lorsque ce sont des devices qui sont en dehors du monde de l'entreprise. Le principe du Bring Your Own Device. Aujourd'hui, vous avez, avec le travail à domicile, des personnes qui vont travailler avec leurs propres outils, pas forcément sécurisés par la DSI. Donc, il faut sécuriser ces devices. Ensuite, on va porter une attention toute particulière, évidemment, sur la partie messagerie. Je le répète, avoir un anti-spam traditionnel, ce n'est plus suffisant aujourd'hui pour se prémunir contre les attaques qui font le plus de dommages, que ce sont les attaques de type spear phishing dont on a parlé. Enfin, il y a une réalité, la cybersécurité n'est pas le métier de la plupart de nos clients, c'est presque une contrainte pour éviter de se faire attaquer et de ne pas mettre la clé sous la porte. Donc j'invite les clients finalement à regarder ces solutions XDR. Il existe aujourd'hui des solutions XDR avec ce qu'on appelle des SOC managés, c'est-à-dire du SOC as a service, c'est-à-dire que des entreprises, comme Barracuda par exemple, va mettre à la disposition des entreprises une équipe de 130 experts cyber qui vont finalement être le garant de la sécurité sur l'intégralité finalement de l'écosystème, que ce soit aussi bien le endpoint, les réseaux, les applications, la messagerie. Ces types de solutions existent et peuvent libérer finalement le service informatique de l'entreprise pour des tâches qui sont beaucoup plus constructives, à savoir la recherche d'outils au service de la performance de l'entreprise et de gains de part de marché. Voilà finalement quel est l'objectif des entreprises, c'est survivre, gagner des parts de marché. Voilà un petit peu comment on peut les accompagner. Benoît Juvin, on a parlé tout à l'heure des sauvegardes indispensables. On sait que les hackers s'attaquent évidemment aux sauvegardes. C'est comme ça qu'ils peuvent être payés, parce que sinon, si on a des sauvegardes, on s'en sort beaucoup mieux. Comment est-ce que vous faites, vous, chez Barracuda, pour être résilient en fait, sur ces infrastructures de stockage? Alors c'est effectivement, ça il faut le rappeler, c'est la cible. Un hacker va d'abord attaquer les sauvegardes, parce que si vous avez un jeu de sauvegarde, le hacker n'a absolument aucune chance de se faire payer. Écoutez, sur la partie, que ce soit Office 365 ou sur le stockage qu'on appelle on-prem, sur site, on va s'appuyer sur des systèmes de stockage à plat. Concrètement, on va peut-être être amené à pouvoir sauvegarder un fichier ou un dossier qui peut être compromis, mais par la nature du stockage, le cryptolocker en question ne pourra pas s'exécuter. Et enfin, l'ensemble de nos infrastructures de sauvegarde est sur la partie, par exemple, pour le cas d'Office 365, on s'appuie sur une infrastructure Azure avec une réplication synchrone sur 3 data centers. Donc on est un petit peu ceinture bretelle pour s'assurer qu'à tout moment, nous soyons en mesure de pouvoir restaurer les données vers le service. Une dernière question, vous avez parlé tout à l'heure de Manage XDR avec un SOC qui est opéré donc par Barracuda. Qu'est-ce que ça implique en fait pour l'implémentation de tout ça? Est-ce qu'il faut absolument avoir des solutions de sécurité Barracuda à tous les étages? Non, effectivement, c'est l'un des points très importants pour un XDR. Extended, ça veut aussi dire être en mesure de prendre en charge tous les outils, aussi hétérogènes quels qu'ils soient. C'est-à-dire que la matrice de compatibilité va être extrêmement importante. Et donc, effectivement,
le SOC de Barracuda et nos outils d'XDR sont capables d'accompagner leurs clients, quels que soient les outils qu'ils ont mis en place. Donc on a une matrice de compatibilité qui est très très large et qui peut prendre en charge tous les firewalls, typiquement, toute la sécurité des environnements cloud, quels qu'ils soient. Donc non, c'est effectivement, ce n'est pas uniquement les outils Barracuda, mais tous les outils pratiquement disponibles sur le marché. Dans le doigt mouillé, est-ce que vous avez une petite idée de quand va être appliqué NIS 2? C'est la vraie question de cette matinée. Personne ne sait vraiment quand est-ce que ça va arriver opérationnellement, en fait. Alors écoutez, pour le coup, Sonia l'a très très bien dit, c'est une vraie révolution. Ceux qui sont déjà ISO 27001 ont cette culture finalement, mais je pense véritablement que de nouveaux métiers vont arriver. Cette partie finalement conformité à un texte de loi français ou européen nécessite finalement des ressources, on y en a parlé, des ressources juridiques, des ressources en termes de conformité. Vraisemblablement, de nouveaux métiers vont arriver qui vont proposer aux entreprises de s'assurer finalement de leur bonne conformité à l'ensemble de ces textes de loi. Voilà, aujourd'hui, les sociétés vraisemblablement vont déléguer à des tierces finalement toute cette partie régulation et conformité. Et je pense, voilà, il va falloir ça va prendre du temps véritablement parce que ça s'applique aux sociétés qui sont évidemment clairement nommées dans le texte, mais on a parlé tout à l'heure de toute la chaîne d'approvisionnement. Donc tous les fournisseurs de ces sociétés sont aussi assujettis. Et là, on parle d'entreprises qui sont beaucoup plus petites, mais qui doivent se conformer, qui n'ont pas les ressources, et donc finalement qui vont aller chercher ces ressources chez des tiers. Benoît Juvin, on n'a pas eu de questions pour ce live. En revanche, si vous voulez poser des questions, vous qui nous écoutez, on vous les transmettra directement. Ce sont des questions spécifiques. Chez Barracuda, vous répondrez en fait à ça. Et on vous remercie vraiment d'être venu sur ce plateau ce matin. Merci infiniment, Merci Bertrand. à vous. Dans un instant, on parle de Zero Trust, figurez-vous, juste après ce jingle.